Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée « Les communications unifiées dans le cloud au service de l'enseignement ». Pour en parler, nous sommes en visio avec Emmanuelle Baudet, adjointe au directeur général et responsable du développement numérique de Vatel Bordeaux. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Je précise que vous aviez prévu de venir à Educatech ce matin, mais que la grève à la SNCF vous a obligé à modifier vos plans. Mais vous êtes Absolument. avec nous en visio, c'est le principal. Et c'est ça aussi l'agilité Zoom. Avec nous en présentiel, Franck Mazet, DSI de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour Franck. Bonjour. Charbel Kaleli, directeur de l'organisation et des systèmes d'information de l'IESEG. Bonjour. Bonjour. Benoît Rançon, CEO de Decom. Bonjour Benoît. Bonjour à et tous. Baptiste Aubert de Zoom. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Emmanuel, quelques mots, quelques chiffres d'abord sur le groupe Vatel, le nombre d'étudiants, de professeurs, de salariés, de spécialités. Oui, alors nous, on est le premier groupe d'enseignement supérieur dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Actuellement, on a 54 campus répartis sur 4 continents et on compte à peu près 9000 étudiants voilà, plusieurs centaines d'intervenants, plusieurs centaines de salariés et 11 spécialisations en MBA. Et parmi Et la ces... nôtre, nous, c'est la spécialisation Wine and Spirit, Bordeaux oblige. Oui, effectivement, parce que parmi ces 50 écoles, il y a Vatel Bordeaux. Et là encore, ce sont des centaines d'étudiants que vous accueillez. Oui, tout à fait. Nous, chaque année, on a entre 600 et 700 étudiants environ. Franck Mazet, quelques mots à présent sur l'École normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour. L'École normale supérieure Paris-Saclay, c'est un des membres fondateurs de l'Université Paris-Saclay, qui est la première université d'Europe. L'ENS, c'est une école avant tout destinée à former des chercheurs, puisqu'il y a 80% de doctorants. L'admission est très très sélective, essentiellement sur classe prépa. Et les chiffres, à peu près 1700 étudiants, 600 enseignants-chercheurs et à peu près 300 personnels administratifs dans un nouveau bâtiment qu'on a réceptionné en janvier 2020. Avant, on s'appelait ENS Cachan, on était à Cachan. Oui, on aura l'occasion de reparler de ce déménagement dans quelques instants. Charbel, même question. Vous nous présentez en quelques mots l'IESEG ? Oui, bien sûr. Donc l'IESEG, c'est une école de management qui a été fondée en 1964. On fait partie de l'Université catholique de Lille et donc on a à peu près 7000 étudiants actuellement. Objectif, c'est qu'en 2025, on arrive à 9000 étudiants. On est triplement accrédité, AMBA, AACSB et QUIS. Et puis on accueille des étudiants qui viennent de partout dans le monde, donc des étudiants internationaux. Plus d'une cinquantaine de nationalités sont présentes, que ce soit au niveau des étudiants ou que ce soit au niveau du staff, administratif et professoral. Donc à peu près 500 profs permanents. Voilà grosso modo ce qu'est l'IESEG. Et important, on va en parler après, c'est une école, mais ce sont 2 campus, Lille et Paris. Oui, et ça aussi, ça pose un certain nombre de questions et de problématiques. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Benoît, quelques mots sur votre société Decom. Que proposez-vous aux écoles et aux universités ? Alors, Decom France, c'est la filiale française du groupe allemand Decom. On est présent dans 14 pays d'Europe et leader sur tout ce qui est intégration audiovisuelle et visioconférence en Europe et maintenant avec une filiale également aux États-Unis. Et on travaille aussi bien avec le privé que le public, les grands et les petits, et beaucoup sur l'enseignement supérieur. Avec Vatel, bien évidemment, on aura l'occasion d'en parler, mais aussi voilà, tout un tas d'universités, l'Université de Bordeaux, Claude Bernard à Lyon, etc. Et on est toujours à s'adapter aux besoins qui ont évolué, clairement. Oui, effectivement. Et parmi les solutions que vous proposez à vos clients, il y a Zoom de plus en plus présent dans le monde de l'éducation, Baptiste. Oui, tout à fait. Alors, depuis 2 grosses années, en effet, on a énormément été présent dans ce secteur-là. Zoom, au départ, est une solution, une plateforme de communication unifiée. Zoom, au niveau monde, en quelques chiffres, on s'approche des 9000 personnes globalement. En France, ça représente déjà plusieurs dizaines de personnes. Et on a en effet créé depuis 1 an et demi maintenant un département spécifique sur la partie enseignement supérieur pour encore mieux accompagner nos clients dans ce secteur-là.
Emmanuel, depuis quand utilisez-vous les communications unifiées dans le cloud? Est-ce que ça date du premier confinement ou c'était déjà le cas avant? Alors, ça date d'un tout petit peu avant le premier confinement, mais de manière globale, c'était quand même concomitant. Et de votre côté, Charbel? Nous, ça a démarré bien avant le confinement avec d'autres solutions que Zoom. Et ensuite, on a eu cette pandémie qui était un accélérateur dans la transformation, dans la digitalisation de nos pratiques. Et donc, du coup, on a dû basculer sur simplement un week-end l'ensemble de nos d'enseignement physique à enseignement en ligne. Et donc, pour cela, on a dû former plus de 800 personnes à l'usage de Zoom sur un temps record. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, on va dire, démocratisé l'usage de Zoom, notamment pour nos enseignements et pour toute la partie réunion. Et vous l'évoquiez, Franck, alors vous, la difficulté supplémentaire, c'est que non seulement il y avait le confinement, mais il y avait aussi un déménagement. Un déménagement, une gestion double site, et puis ce confinement qui nous tombe dessus. Les solutions qu'on avait, c'était les solutions de visio Renater, qui ont explosé malheureusement au début du confinement. Donc il a tout de suite fallu trouver une alternative. On a fait le choix Zoom. Pourquoi ? Parce qu'on savait que c'était simple, facile d'accès. Et tout de suite, ça a pris justement du fait de la facilité d'accès de Zoom. Charbel, pourquoi est-ce que vous avez choisi Zoom ? J'ai envie de dire, nous, le choix s'est fait tout naturellement pour diverses raisons. La simplicité, donc je vais reprendre ce que disait Franck, mais également, en fait, il y avait des fonctionnalités, parce que Zoom, à l'époque, il ne faut pas oublier, avait une avance technologique par rapport à d'autres solutions qu'on pouvait avoir, Teams, Skype ou autres. Et en fait, on a choisi ça de façon naturelle. Typiquement, nous, on a des groupes dans notre pédagogie qui sont des petits groupes, et ensuite, on travaille en sous-groupes. Et à l'époque, la seule solution qui était présente, c'était de faire les breakout rooms avec Zoom. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers ça. Et surtout, la facilité de l'usage et l'accompagnement qui nous a été fait à l'époque. On avait un CSM qui nous était attitré, et donc c'était simple de faire cette bascule. Même question pour vous, Emmanuel ? Oui, alors nous, on nous a proposé une première solution qui, au final, ne nous convenait pas. Puisqu'elle nous obligeait à beaucoup de pirouettes au niveau planning. C'était assez compliqué et c'était pas du tout stable. Et en fin de compte, nous, on est arrivé à Zoom sur les conseils de nos enseignants et de nos étudiants qui l'ont utilisé en parallèle et qui nous ont prouvé la fiabilité. Donc, du coup, on ne s'est pas posé trop de questions. On y est allé et on a découvert les fonctionnalités petit à petit. On se les a appropriées petit à petit. Mais c'est venu de nos étudiants et de nos enseignants, vraiment des utilisateurs. Comment se passe un cours chez Vatel avec des étudiants en présentiel et en distanciel ? Un petit peu comme cette conférence au final, puisque là on est en Zoom Room chez nous. On va créer un lien à communiquer à nos étudiants. On va rentrer le numéro de réunion dans notre écran prométhéen et démarrer le cours comme si de rien n'était. Puisque notre équipement permet à l'étudiant à distance de voir l'enseignant en face du tableau comme s'il était assis en classe en face de lui. Et à l'IESEG, comment ça se passe justement entre ces deux campus ? Alors, nous, on a été un tout petit peu plus loin que ce qu'a décrit Emmanuel dans l'approche, notamment côté planning. Alors, on partage les mêmes problématiques, donc moi, je suis rassuré, on a tous les mêmes problèmes, donc ça va. Et en fait, sur cette partie-là, on a intégré complètement via API Zoom avec notre système de planning. Et donc, en fait, les réunions sont créées automatiquement. Ce qui fait que pour l'enseignant et pour les étudiants reçoivent ça de façon automatique une fois que le planning est fait. L'enseignant arrive dans la salle, il a sa tablette de contrôle et il peut tout de suite lancer la réunion en one click. Donc l'idée, c'était vraiment de leur faciliter la vie au maximum. Et ensuite, on a des cours, comme par exemple aujourd'hui, où on a quelques petites problématiques de transport, où les cours doivent se dérouler en même temps sur Lille et sur Paris. Et donc des fois, les enseignants interviennent depuis Lille ou même depuis leur domicile pour enseigner à Lille et à Paris. Et on le fait également avec nos profs, ce qu'on appelle, nous, les visitings. En fait, ce sont des profs qui interviennent depuis l'étranger. Et donc, du coup, par moment, on a des problématiques de visa, des problématiques de transport ou simplement des problématiques de maladie, parce que le Covid est encore là. Et donc, on fait intervenir les personnes à distance. Et donc, la facilité d'usage de Zoom a été, on va dire, adoptée par tout le monde. Et donc, du coup, ça se passe de façon très, très naturelle maintenant.
Est-ce que ça a changé la manière d'enseigner, Franck, à l'ENS Paris-Saclay? Alors, l'ENS est quelque chose de très très académique. Donc, ça a été une solution de secours et forcée pendant la période du confinement. Mais par contre, on a des profs qui se sont dit, ça ouvre un peu des champs des possibles, notamment en physique, en chimie, et qui ont voulu prolonger l'expérience. Donc oui, ça peut, c'est en cours, Alors mais c'est justement, pas en généralisé. physique, ça se passe comment un cours de physique Alors, en hybride? Alors, on a couplé en fait Zoom avec deux choses. Dans une salle, on a fait une expérimentation avec une boîte Miracast d'Ubicast, donc qui permet, par exemple, donc physiciens, matheux, ils aiment écrire au tableau, ça vous les changerez pas. Donc, justement, ce système permet, lorsque le prof écrit au tableau, de superposer en couches tout ce qui est écrit. Donc c'est vachement bien pour ceux qui sont en distant, voire même peut-être mieux que ceux qui sont sur place, puisque des fois le prof masque une partie du tableau. Alors ça, c'est un premier type d'expérimentation qu'on a fait. L'autre type, des fois en physique ou en chimie, on fait des expériences qui peuvent être dangereuses. Donc en fait, elles sont filmées en multicaméra, elles sont montées, on ajoute du contenu et derrière, justement, là aussi avec Ubicast, on va pouvoir produire de la vidéo enrichie. Et tout ça, après, peut être utilisé en asynchrone dans Zoom. Un cours enrichi, en fait. Hein. Oui. Baptiste, peut-être une réaction, effectivement, sur ce tableau blanc de Zoom et puis aussi sur cet engagement des utilisateurs qui est quand même une des grandes priorités de Zoom. C'est exactement ça, et on sort, et c'est l'exemple parfait. On nous a connus notamment sur l'enseignement full distanciel pendant des périodes un petit peu compliquées. Et évidemment, donc là, on sort de cet environnement full distanciel pour arriver avec de l'environnement et de l'enseignement hybride, commodal, peu importe. Donc tout le challenge que l'on a nous aujourd'hui côté Zoom, c'est vraiment de réussir à maintenir cet engagement, de permettre cet enseignement hybride, d'amener la technologie aussi dans les salles de cours, mais les salles de réunion aussi, et de pouvoir permettre que les étudiants, notamment à distance, soient toujours engagés. Dans cette démarche-là, il y a un fort engagement de Zoom au niveau de l'innovation. On écoute aussi beaucoup nos clients. On crée régulièrement des nouvelles fonctionnalités basées sur des remontées et des besoins utilisateurs. Ouais, j'imagine que vous avez dû réaménager les salles, les équiper, Charbel. Oui, alors ça c'était un travail conjoint entre mes équipes, donc l'équipe plutôt informatique, les équipes audiovisuelles et les équipes services généraux. On l'a fait en un temps record, parce qu'on a profité de la coupure estivale pour équiper l'ensemble de nos salles. Donc on a plus d'une centaine de salles qui sont équipées en solution, donc avec des Zoom Rooms. L'objectif premier, encore une fois, sans rentrer trop dans la technologie, donc on a un peu la même chose que Franck a décrite. C'est-à-dire on a des écrans de retour pour permettre aux professeurs d'avoir les étudiants en face, des écrans retour pour les étudiants aussi, pour être le plus immergé possible, on va dire, dans le cours. On a différents angles de caméra et différents angles de vue pour prendre ça, pour éliminer, quand le prof écrit, pour éliminer en fait le scribe. Et tout ça, on l'a fait, donc ça a nécessité des travaux, ça a nécessité aussi de l'équipement. Et surtout, l'objectif, c'était d'étudier une expérience professeur qui soit unique, quelle que soit la salle. C'est-à-dire, je suis professeur, je suis, entre guillemets, stressé parce que je dois délivrer un cours auprès d'une audience qui est exigeante. Je dois me concentrer sur la qualité de mon cours. Et la dernière chose dont j'ai besoin, ce sont des problèmes techniques. Ou alors que j'arrive devoir brancher 17 câbles, démarrer la caméra, avoir un régisseur derrière, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'avoir juste un bouton on-off qui est sur la tablette et ensuite un câble pour permettre le branchement du PC du prof. Et derrière, c'est du plug and play et on roule à partir de là. Et en fait, ça, c'est important. Enfin, je tiens à préciser effectivement ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure. L'accompagnement Zoom est important parce qu'à chaque fois qu'on a une problématique, à chaque fois on peut se tourner vers notre CSM. Et derrière, alors je ne dis pas qu'on a toujours la solution on the spot, mais on arrive toujours à au moins étudier une solution, trouver un moyen de sortir de là. Franck, la simplicité, c'est central pour vous. Hein. Vous me disiez tout à l'heure 150 salles équipées, c'est ça? Oui. Et pour combien de personnes pour gérer toute la partie audiovisuelle? 3.
Donc le service il faut que ça audiovisuel marche. responsable compris. Donc, Donc on il est faut en que ça public, marche. il y a des marchés publics. Enfin, vous voyez bien un peu la difficulté. Donc en fait, sur le terrain, il y a une personne une personne et demie, puisque le troisième, c'est un réalisateur qui fait toute la prod audio-vidéo du sol au plafond. Et justement, du fait du prééquipement des salles et surtout une fonction très importante de pouvoir les téléadministrer à distance, on arrive à survivre avec 3 personnes. Benoît, c'est un peu votre spécialité, ça? Oui, forcément, en tant qu'intégrateur, je reprends Emmanuel, ne pourra pas me contredire non plus, la même chose que nos éminents conférenciers ici. Nous, en tant qu'intégrateur, on avait 2 contraintes. Il y avait la partie d'adaptation à l'environnement technique déjà installé, parce qu'une grande école, une université ou autre a déjà des vidéoprojecteurs, des écrans, etc. etc. Et l'idée, c'est aussi d'arriver à apporter des nouvelles technologies, de se remettre dans le contexte du Covid qui était compliqué, pour arriver à matcher en termes de budget et pas dire aux universités ou écoles, tout ce que vous avez, c'est poubelle, on redémarre à zéro. Et ça, c'était un vrai problème qu'on a vécu avec Vatel, avec pour nous l'université de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, etc. Où là, on parle aussi de 500 salles sur l'université de Bordeaux. Il y avait un vrai challenge avec la problématique de temps. Il fallait que ça marche le 1er septembre 2020. Donc on a tous passé un été 2020 autour de cette table qui était occupée. Et sur Vatel, on a, alors je ne sais pas à quel moment on en parlera, mais on a fait une petite évolution avec Vatel, qui était pour s'adapter à leur salle de cours. On a créé pour eux un petit robot. Enfin, je dis un petit robot parce que c'est Vatel, Emmanuel, qui l'a appelé Wall-E, comme dans le dessin animé Pixar. Qui était en gros une Zoom Room mobile qui pouvait être emballée dans les différentes salles de cours, se brancher sur les équipements existants, de telle sorte que le partage de documents était pour les présentiels ou distanciels sur le vidéoproje, et les gens à distance le voyaient sur l'écran tactile. Mais Emmanuel va en parler un petit peu parce qu'il utilise beaucoup de choses. Emmanuel, parlez-nous de ce robot qui sert notamment pour la présentation des mémoires, c'est ça? Exactement. Alors, il est juste à côté de moi, le petit Wall-E. Donc, alors je ne saurais pas vous dire qu'il a renommé comme ça dès le début. Il faudrait que j'interroge mes collègues. Mais c'est vrai qu'on ne l'appelle plus que comme ça. On s'en sert. Alors, au départ, on avait surtout planifié de s'en servir pour faire des ateliers, notamment des ateliers avec notre chef de cuisine. Et puis au final, c'est vrai, pas mal servi pour les mémoires parce que c'est très pratique. Nous, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Et même quand ils ne sont pas forcément internationaux, ils partent faire leur stage très loin parfois. Donc on voulait leur faciliter la vie, et notamment pour terminer leurs études avec ce mémoire, qui est quand même quelque chose de très important pour eux, essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et avec Wall-E, ce qui est très bien, c'est que ils ont vraiment l'impression d'être en face du jury, et le jury, il les a vraiment en face d'eux aussi. Donc c'est quand même très confortable. Et puis on le trimballe un peu partout, puisque pendant notre dernière édition du Futurum, on l'a emmené avec nous dans une de nos chambres d'hôtel pour pouvoir présenter tout ce qu'on fait en matière d'écolabel dans nos chambres d'hôtel. Donc c'est un robot qui voyage. Exactement. Je rajouterai une toute petite chose, Sébastien, c'est que du coup on a développé ça avec et pour Vatel, et ça a fait des petits, puisqu'il y a d'autres universités, notamment l'université Bordeaux-Montaigne, pour lesquelles on a fait le même type de chariot, et il y en a d'autres, parce que voilà, ça permet d'économiser, d'avoir un vrai outil de travail pour s'adapter à l'environnement existant. Et Emmanuel, tous ces outils renforcent les liens entre les équipes pédagogiques, c'est une meilleure communication finalement, et tout cela c'est au service d'une meilleure efficacité. Oui, tout à fait. Alors nous, on a effectivement, on est basé qu'à Bordeaux, mais on a quand même 2 campus sur Bordeaux. Et on a beaucoup de salariés également qui font le choix de faire du télétravail. Donc ça nous permet une très bonne communication entre nous tous. Ça a remplacé les mails et le téléphone pour beaucoup d'entre nous. Et ça nous permet de faire du travail un peu collaboratif. On va utiliser le tableau blanc, le chat et tous les outils à notre disposition. Pour pouvoir travailler ensemble comme si on était dans la même pièce. Donc ça, c'est vraiment appréciable et ça nous aide beaucoup au quotidien. Une meilleure communication des équipes pédagogiques, j'imagine que c'est le cas aussi à l'IESEG. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, Paris n'a jamais été aussi proche de Lille, ou Lille n'a jamais été aussi proche de Paris, parce qu'effectivement, avant,
pour pouvoir organiser une conférence ou pour pouvoir ne serait-ce qu'échanger avec des collègues, on devait se déplacer ou on devait s'appeler par téléphone, donc on enlevait cette partie visio. Donc sur toute la partie formelle, j'ai envie de dire oui, effectivement, je ne vais pas répéter ce qu'Emmanuel vient de dire. Nous, on l'a poussé aussi un peu plus sur la partie informelle, avec d'autres outils de communication cloud unifiés ou qu'on a installés dans nos salles de pause, par exemple, pour permettre aux personnes d'échanger avec eux, entre eux. Par exemple, je suis dans une salle de pause, je prends mon café tout seul, je peux toquer sur une vitre, et ensuite, s'il y a quelqu'un à Paris qui est présent, peut recevoir l'appel et on peut discuter comme ça de façon informelle, et on peut se voir en grandeur nature, entre guillemets. Mais c'était très important parce qu'aujourd'hui, en fait, on a, je ne sais plus quelle est la stat, mais je pense que c'est 90% des réunions où il y a au moins une personne qui est à distance. Et donc, si on n'intègre pas ça dans nos process et dans notre manière de faire de tous les jours, on n'y arrive pas, on va être complètement décalé. Donc, c'était important qu'on ait ça. C'est 98% maintenant, au moins un utilisateur à distance, ce qui est énorme. Franck, là aussi, j'imagine, à l'ENS Paris-Saclay, meilleure coordination, meilleure communication, plus grande fluidité entre les équipes pédagogiques, administratives aussi. Alors, moi, je vais prendre 2 cas administratifs. Par exemple, dans mon équipe, j'ai une personne qui est en télétravail pour des questions de santé. Dès qu'on fait une réunion, elle est hybride. Donc, après, vous rajoutez, on travaille en commun sur un compte-rendu. Donc, dans le Zoom, on ouvre tout simplement l'outil en mode collaboratif coédition et c'est parti. Donc, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on a un enseignant qui est lui aussi handicapé et qui fait systématiquement ses cours en hybride. Et là, sans Zoom, il n'y a pas d'hybride. Et finalement, Emmanuel, tous ces outils technologiques ont renforcé le côté humain. Oui, c'est vrai qu'à première vue comme ça peut paraître paradoxal parce qu'on a coutume de beaucoup d'opposer la technologie et l'humain. En réalité, nous, on s'est vraiment servi de cette technologie pour renforcer les liens humains, ce qui est déjà au cœur de notre travail. Nous, à Vatel, c'est comme ça qu'on voit les choses à Vatel Bordeaux. C'est très important pour nous. Et il a fallu aussi, avec des étudiants qui venaient de partout et qui étaient coincés à Bordeaux, il a fallu leur donner la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir avoir un pied dans le vrai monde, parce qu'on se coupe vite du monde quand on est étudiant dans 10-15 mètres carrés et qu'on est coincé chez soi, on se coupe vite du monde. Donc pour nous, c'était important d'essayer de remettre du lien, et on n'avait que les moyens technologiques à notre disposition à ce moment-là. Donc on a beaucoup utilisé Zoom. Nous, on a fait des cafés Zoom une fois par semaine. On donnait rendez-vous à nos étudiants et à l'équipe pédagogique également, dans le but juste d'échanger, d'être présent, d'être là, de montrer que ils n'étaient pas tout seuls. Donc oui, effectivement, parfois, c'est vrai qu'on oppose la technologie à l'humain, mais en réalité, si on met la technologie au service de l'humain, c'est l'inverse. Ça favorise aussi la communication entre les étudiants, le personnel encadrant et les enseignants. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quand même plus agréable d'avoir en face de soi un être humain pour régler une problématique. Moi, je suis fréquemment amenée à régler des problématiques techniques diverses et variées. Et quand on est un peu coincé, qu'on n'y arrive pas par téléphone et qu'on n'est pas au même endroit, en fait, on crée un lien Zoom. On se met en Zoom, on partage les écrans, on regarde, et c'est quand même nettement plus agréable d'avoir en face de soi un visage et quelqu'un qui va chercher à aider, plutôt que, je ne sais pas, 10 échanges de mails qui en plus ne nous permettent pas d'avancer correctement. Donc on s'en sert aussi pour ça. Et vous nous disiez aussi en préparant cette table ronde que vous accueillez des étudiants japonais, mexicains, togolais ou encore allemands, et que c'est important aussi pour les parents de temps en temps de pouvoir avoir un contact visuel avec l'enseignant qui va tout apprendre finalement à leur enfant. Oui, alors avec l'enseignant, assez peu au final. Alors nous avons un petit problème de son avec vous, Emmanuel, on va essayer de vous récupérer dans quelques instants. Un mot peut-être, une réaction, Baptiste ? Je voulais en effet réagir, c'était très intéressant ce que disait Emmanuel, et notamment au niveau des challenges que l'on va avoir. Alors, dans l'enseignement, là on parle beaucoup de pédagogie, mais c'est vrai que les mœurs ont évolué, les usages ont évolué, on a vu une transformation dans le privé, dans le public, peu importe, dans l'enseignement,
dans tous les établissements que l'on voit. Il y a vraiment l'accélération du télétravail, du travail à distance, de la collaboration et au final, oui, le rapprochement des personnes. C'est une des choses sur lesquelles on met énormément d'emphase là-dessus, de permettre aux établissements de pouvoir travailler d'une part sur la pédagogie, évidemment en mode hybride, mais aussi sur la partie administration et fluidifier les échanges en interne au niveau des établissements. La solution permet en effet, les exemples qu'on a cités, de pouvoir accélérer, de pouvoir améliorer ce type d'échange. Et l'important là-dedans, et c'est aussi notre travail au quotidien, c'est de réussir à, au final, effacer la technologie pour que ce soit la priorité, soit, comme vous disiez tout à l'heure, le message qui est passé dans le cadre de la technologie ou la fluidification des échanges en interne. À l'ISEC, vous utilisez aussi les communications unifiées dans le cloud pour organiser des événements en hybride. Oui, tout à fait. Alors, donc, pendant le confinement, comme un peu tout le monde, l'ensemble de nos événements étaient exclusivement en ligne. Maintenant, on a basculé sur un mode hybride, donc c'est un peu plus complexe à organiser, mais on y arrive très très bien. On organise par exemple nos journées portes ouvertes ou même ce qu'on appelle le study abroad, où les étudiants peuvent rencontrer, donc par exemple pour les journées portes ouvertes, les étudiants peuvent rencontrer les enseignants, les équipes pédagogiques, les équipes admission, mais également quand ce sont nos étudiants pour le study abroad, peuvent rencontrer les universités partenaires, parce qu'on a des universités partenaires qui sont dans les 4 coins du monde. Plus de 200 partenaires et donc c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, avec qui on va échanger et on organise par exemple des visites virtuelles des campus à l'étranger ou des visites virtuelles de notre campus et donc c'est très très intéressant de pouvoir utiliser ça dans le cadre de ces échanges-là. Et ensuite, on l'utilise également pour notre recrutement. Mais ça, je pense qu'on va en parler après, il me semble. Effectivement. Franck, peut-être un mot sur les événements. J'imagine que l'ENS Paris-Saclay organise énormément d'événements, de conférences tout au long de l'année, des événements qui sont hybrides maintenant. Tout à fait. Donc, alors, pas que des conférences, puisqu'on a aussi un objet qui s'appelle la scène de recherche. On va même jusqu'à du spectacle vivant, donc avec des résidences d'artistes, des choses comme ça. Oui, il y a énormément de conférences et généralement à l'international. Donc là, l'hybride, c'est aussi une façon plus grande d'attirer des publics qui ne peuvent pas forcément se déplacer sur le plateau de Saclay entre confinement, distance. Donc c'est une façon de rendre la connaissance plus accessible à tous. Baptiste, vous nous présentez Zoom Events. Alors, en quelques mots, c'est très clairement venu d'une remontée de nos clients. C'est une des plateformes que l'on a créées suite à des remontées, et notamment dans le cadre d'événements en effet distanciels ou hybrides, où on avait la remontée de nos clients de nous dire on aimerait avoir, on en organise, mais vous allez avoir sur un événement hybride, on aimerait faire des sessions en plénière, potentiellement en webinar, ensuite des ateliers, mais c'est sous un format meeting, il faut créer plusieurs liens, on risque de perdre les utilisateurs entre la session de 10h, celle de 11h, etc. Donc on a pris en compte ces remontées-là. Et en effet, on a créé une plateforme qui s'appelle donc Zoom Event. C'est une plateforme sur laquelle tous les participants qui se sont inscrits au préalable peuvent se connecter. On va rester dans un environnement tout au long de la journée du colloque, de la JPO, ce que l'on fait aussi beaucoup. Et vous allez pouvoir mixer des sessions plénières dans un modèle webinar, des ateliers en mode séquentiel ou en simultané, avec plusieurs typologies d'intervenants. Vous allez pouvoir brander, à vos couleurs, les événements, créer du contenu, de la vidéo, des descriptifs. Si les intervenants sont là, de pouvoir leur permettre d'agrémenter aussi leur page pour se présenter aussi en amont. Mais tout ça donc au sein d'une seule et même plateforme sur laquelle le participant va pouvoir naviguer, créer son propre agenda dans le cadre de cet événement, participer aux sessions qui les intéressent, une JPO sur des sites ou des établissements multisites. J'ai envie d'aller plutôt me renseigner sur le campus de Lille plutôt que de Paris, inversement. Voilà, on va pouvoir faire sa sélection et gérer un petit peu son événement un peu comme on le souhaite, comme on le ferait dans un événement physique. Charbel, vous utilisez aussi ces outils, on l'évoquait, pour recruter vos futurs élèves. Oui, donc ça y est, Baptiste, il m'a convaincu, on va signer tout de suite aux hommes. C'est une boutade. Non, mais effectivement, ce que dit Baptiste, c'est exactement, ça fait partie de nos besoins. Donc on les a déjà organisés par le passé avec d'autres outils, mais effectivement, l'organisation est un peu plus fastidieuse parce qu'il faut créer au préalable tous les liens, etc. etc. Et là, aujourd'hui, nous, en fait, on essaye d'offrir le meilleur des deux mondes, donc le physique et le digital, à nos étudiants
étudiants et à nos futurs étudiants. Et donc, dans ce cadre-là, on propose aux étudiants, par exemple, on a des étudiants qui vivent à l'étranger ou des étudiants qui sont, par exemple, pour la partie alternance, qui sont en entreprise et qui ne peuvent pas, on va dire, consacrer toute une journée pour les entretiens. Et donc, ils peuvent consacrer qu'une partie de la journée. Comme ça, en fait, ils n'ont pas on va dire, le fait de devoir se déplacer. Donc, on peut faire ça en ligne. Et le must pour nous, c'est que le futur étudiant vive ça vraiment comme s'il était sur place, en pouvant se déplacer, choisir ses conférences, etc. etc. Donc on va étudier Zoom Events définitivement. Bon, j'imagine que c'est encore plus vrai effectivement à l'ENS Paris-Saclay. Paris-Saclay, on rappelle, pôle d'excellence qui est en train de concentrer le meilleur à l'échelle mondiale. Franck ? Première université scientifique européenne. Donc, ça c'est dit. Oui. Donc ces outils peuvent vous aider aussi à recruter, à attirer les meilleurs chez nous, élèves. Le problème de recrutement ne se pose pas vraiment. Il est tellement sélectif que là, c'est vraiment l'excellence du candidat qui va faire la différence. On n'a pas besoin de faire de publicité pour attirer. Notre notoriété, elle est connue. On est connu. Mais les outils peuvent vous aider effectivement peut-être dans le processus de sélection, de recrutement ? Non, puisque nos recrutements sont essentiellement par concours. Donc la voie, elle est nivelée par des petits cailloux et des chemins et des étapes à franchir. Peut-être la prochaine étape. Alors peut-être qu'une ENS, au départ, c'est quand même une école de formation. En tout cas, l'ENS Cachan était une école de formation technique. Peut-être qu'à travers des voiles d'alternance, je rêve de tout éveiller, on pourrait se dire, oui, il y a peut-être aussi d'autres types de populations à former, à mixer avec des gens justement qui sont plus axés sur la théorie, la systémisation. Pourquoi pas, on se mixe avec des artistes du côté scientifique, pourquoi pas se mixer aussi avec des ingénieurs qui viennent d'horizons, on va dire, plus liés à l'apprentissage, à l'expérimentation. C'est une idée. C'est une idée. En quoi les communications unifiées dans le cloud contribuent-elles au développement de vos écoles et de votre groupe ? On commence avec vous, Emmanuel. Oui, alors nous ça s'inscrit dans un processus de qualité pour nous. C'est-à-dire que le fait de pouvoir utiliser tous ces outils-là, ça nous permet de mettre en avant le travail qu'on fait au quotidien. Donc nous, c'est vrai qu'on va l'utiliser, nous, par exemple, dans le processus de recrutement, c'est très important pour nous, puisque dans l'hôtellerie-restauration, on est quand même sur un monde où l'apparence du candidat, la manière de se présenter, la manière de parler, etc., c'est important pour nous. Donc on s'en sert aussi pour ça et on s'en sert tout au long du parcours de l'étudiant. Donc ça s'inscrit presque pour nous dans la démarche qualité qui est soulignée par exemple dans Calliope. C'est un outil au service de tout ce qu'on met en place autour du parcours de l'étudiant. Charmel ? On a beaucoup parlé du recrutement des étudiants. J'ai envie de parler du recrutement du staff sur cette partie-là, parce qu'on l'utilise également dans ce cadre-là, nous. Et en fait, on a pendant très longtemps fait nos recrutements en face-to-face. Et le fait d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir lire aussi le non-verbal était très important pour nous. Donc si on veut attirer les meilleurs professeurs, si on veut attirer le meilleur staff, il faut aussi qu'on puisse leur offrir une expérience technologique qui soit à la hauteur de leurs attentes. Sur cette partie-là, les communications cloud unifiées, Zoom nous aide beaucoup. Et donc, on va garder un avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Les écoles de management triplement accréditées en France, ne serait-ce qu'à Lille, il y en a 3. Donc, en fait, c'est un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Si on veut avoir les meilleurs professeurs et donc du coup derrière avoir les meilleurs candidats, il faut qu'on offre une image qui soit impeccable. Et donc pour moi, la technologie en fait partie. Et cette partie-là, permettre aux personnes de dire, tiens, en fait, si je rejoins telle école, je vais pouvoir disposer de tel outil où je peux donner mes cours de façon fluide, pas avoir de problème technique, avoir un service qui soit derrière, qui soit à la hauteur de ce qu'on attend, c'est très important.
Et pour revenir sur ce que disait Franck tout à l'heure sur la partie sélection des étudiants, etc., on est beaucoup à avoir ce process de concours, etc. Alors, on n'est pas au niveau de l'ENS, hein, je reste humble quand même, parce que, voilà. Mais en tout cas, on a tous cette partie-là, concours, mais ensuite, la sélection des oraux, notamment pour nos métiers de management, est extrêmement importante. Et on mixe un peu les deux. On veut des scientifiques, on veut aussi des personnes qui sachent parler, qui puissent présenter. Donc voilà, c'est pour ça que la partie face-to-face, même à travers un écran, est très importante. Benoît, Baptiste, un mot là-dessus sur le fait que effectivement maintenant les communications unifiées dans le cloud contribuent au développement de grands groupes et d'écoles, de grandes écoles. Oui, alors je reviens vite parce que ça en fait partie sur le maintien du lien social. Et aujourd'hui, au-delà du Covid, il a fallu s'adapter. Bon, tous ici, on est bien au courant, on s'est adapté. Mais aujourd'hui, il faut. Et ce qui se passe, c'est que la technologie est en train d'être utilisée par l'homme, par les gens, pour se servir de maintien de plein de choses. On l'a vu sur les recrutements, sur les cafés Zoom. Il y a eu beaucoup d'apéros Zoom aussi, je crois. Il n'y avait pas que le café du matin pour maintenir le lien social. Tout le monde sourit, donc tout le monde l'a vécu. Non, pas du tout. Et effectivement, donc voilà, ce nouveau mode de toute façon de communication, il faut utiliser cette technologie pour que le lien social continue à exister, à se développer en enseignement et dans plein d'autres choses. Donc nous traitons, nous, des entreprises publiques ou privées, des petits comptes comme des très grands comptes, des dizaines de licences ou des dizaines de milliers de licences sur certains clients, Baptiste, notamment à l'Université de Bordeaux par exemple. Donc voilà, chacun adapte ça et nous, notre job, c'est finalement d'apporter les outils qui vont en face et de créer avec nos clients, l'utilisateur, ce qui va leur permettre de travailler comme ils veulent, comme il faut. Baptiste ? Oui, alors, tout ça, on a couvert le sujet. C'est vrai qu'il y a des sujets, des intérêts particuliers, spécifiques pour chaque établissement. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, les communications unifiées sont dans tous les cas aujourd'hui au cœur des usages, mais au sens global aujourd'hui au niveau de la société, en effet. C'est quelque chose qui devient de plus en plus prépondérant. Ça peut aider très largement le fait notamment que ce soit dans le cloud, en effet, une facilité et à atteindre des objectifs au niveau d'un établissement. On l'a vu, des déploiements qui peuvent se faire très rapidement, de manière très efficiente, potentiellement à des coûts réduits par rapport à des infrastructures que l'on devrait développer, qui mettraient plus de temps à se mettre en place, plus longues, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages autour de ça. Donc au niveau des structures en elles-mêmes, donc leur permet d'être très performantes, très pertinentes rapidement pour avoir des objectifs divergents, recrutement de personnel, recrutement d'étudiants, etc. ou développement même de nouveaux bâtiments typiquement. Donc c'est des choses qui peuvent être des catalyseurs et des choses qui peuvent permettre d'accélérer, de permettre d'atteindre des objectifs très rapidement. Après, de manière plus générale, ce qui est très bien par rapport à l'éducation, c'est qu'aujourd'hui, donc, les communications unifiées, elles sont là. Demain, vos étudiants deviendront des acteurs de la vie active. Ils seront confrontés, dans tous les cas, à ces problématiques, ces outils au quotidien. Donc, c'était peut-être une lacune que l'on n'avait pas avant dans l'enseignement. Aujourd'hui, que ça arrive au niveau de l'enseignement supérieur, c'est extrêmement bien parce qu'ils sont d'ores et déjà formés, habitués à affronter ça après dans leur vie professionnelle. Il n'y aura plus ce décalage-là. Et ça, c'est très important. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que disait Baptiste, aujourd'hui, nous, on remarque dans certains cas que les premiers dépanneurs, ce sont nos étudiants. Parce que des fois, ça arrive qu'on ait des problèmes avec les tablettes ou, etc., ou des choses comme ça. Et en fait, ils vont aider les professeurs, etc. etc. Bon. Après, il y a des petits blagueurs aussi, mais ça, on ne va pas en parler. Alors, on a un peu de temps peut-être pour prendre une ou deux questions, si vous en avez, si vous souhaitez des précisions. Monsieur, avec plaisir, on va... Alors, sinon, je vais vous passer un micro. Bonjour Baptiste, on s'est parlé hier. Moi je travaille pour une fondation de culture scientifique, mais qui travaille pour des jeunes dans le secondaire. Donc j'espère que je suis pas hors sujet parce qu'on parle beaucoup d'enseignement supérieur sur cette conférence. Et donc on organise notamment des rencontres avec des professionnels pour leur faire découvrir des métiers. Et depuis le Covid, on a développé les formats en distanciel et on utilise pour les conférences où on a
beaucoup de connectés, la plateforme Zoom, qu'on a jugée ergonomique, facile, stable, etc. Par contre, on est confronté, et c'est un peu la loterie, d'une année sur l'autre, à des académies, parce que là, on s'adresse vraiment à toutes les académies, on peut avoir des jeunes qui viennent de partout, collégiens, lycéens, enseignants, qui n'ont pas l'autorisation d'utiliser la plateforme Zoom. On ne connaît pas forcément les raisons. Est-ce qu'ils sont plus ou moins frileux à utiliser des outils d'entreprises américaines? Ça peut être souvent le cas. Mais pas que, et c'est des décisions qui sont faites parfois par les académies. Donc mes questions, c'est est-ce que vous êtes en contact avec ces académies? Est-ce que vous savez ce qui peut bloquer? Est-ce que vous travaillez aussi avec eux pour que votre plateforme soit davantage utilisée et autorisée dans les lycées ou les collèges? Voilà. Merci pour votre question, Baptiste. Alors oui, c'est évidemment un travail au quotidien. Il y a une stratégie au niveau gouvernemental. Donc on travaille en effet, nous, beaucoup sur la partie enseignement supérieur, sur la partie enseignement primaire, secondaire, très liée à l'académie, au ministère de l'enseignement. C'est vrai qu'il y avait des solutions qui sont plutôt préconisées au niveau de ce ministère. Et aujourd'hui, en effet, donc, nous, Zoom, au départ, n'est pas une solution qui va être préconisée par le ministère. Nous, aujourd'hui, on travaille au quotidien pour pouvoir permettre... On a quand même, selon les établissements, une certaine latitude, et certains établissements souhaitent quand même le faire pour les bénéfices qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Après, notre travail à nous aujourd'hui, c'est de rentrer dans les cases qui nous sont imposées par le gouvernement, ce qui va dans le sens de l'histoire, à savoir la souveraineté des données, etc. On est une société américaine avec ses contraintes aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à répondre aux contraintes de la France et de l'Europe de manière générale. On est plus avancé dans certains pays, comme l'Allemagne, avec lequel on travaille depuis peut-être plus longtemps et de manière plus proche avec les entités, les équivalents de l'ANSSI, etc. On a reçu des certifications, notamment du BSI, qui est l'équivalent de l'ANSSI allemand, de certification de sécurité de notre plateforme. On a des offres qui sont, on va dire, cloud souverain, donc allemande avec Deutsche Telekom. Et c'est des sujets qui sont totalement ouverts aujourd'hui, sur lesquels on travaille de manière active au niveau français. On rencontre des acteurs, on travaille dessus, on s'intéresse à des projets européens aussi. Donc il y a une démarche. Alors ça prend du temps, c'est très long, c'est très chronophage, mais on y travaille évidemment, on va dans cette direction-là. Nous, on est évidemment ouvert à des échanges avec le ministère, avec les académies, bien évidemment. Mais voilà, on doit répondre à un certain cahier des charges, et on fait en sorte d'aller dans cette direction. Une autre question? Pas d'autres questions? Alors, moi, j'en ai peut-être une pour vous cinq. On commence avec vous, Emmanuel. Un conseil pour les écoles qui sont en pleine réflexion sur le sujet des communications unifiées? Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que au centre de tout c'est l'humain, et que la technologie, elle doit surtout servir à la réussite de l'étudiant. Donc, au-delà de tout ce qui est prouesse technique, ne pas oublier que l'étudiant est au cœur des préoccupations. Charbel? Alors, je vais redire un peu la même chose qu'Emmanuel. Pour moi, il y a 3 points. Process, outil, humain. Process pour décrire le quoi. L'outil pour dire comment on va délivrer ça, et l'humain pour faire en sorte que tout se mette en œuvre, en fait, que tout ça soit en harmonie. On peut mettre les meilleurs outils du monde, les meilleurs process au monde, si l'humain qui est au centre de tout ça n'est pas en capacité de faire tout fonctionner, ça ne sert à rien. Voilà. Franck? Alors, un axe technique quand même sur la partie DSI, en tout cas dans l'enseignement supérieur. C'est le DSI qui parle. C'est le DSI qui parle. Bien souvent, voilà, on en discutait en aparté tout à l'heure, tout ce qui est audiovisuel aujourd'hui est en train de basculer sur de l'IP, et il faut vraiment comprendre que toutes ces parties techniques doivent revenir à la DSI. Après, la production de contenu, tout ce qui est pédagogique, je ne le revendique absolument pas. Mais par contre, il faut que les DSI et tout un chacun comprennent que ça, l'audiovisuel sur IP, c'est un nouveau défi. Moi, mon bâtiment est intégralement sur IP, que ce soit sur la domotique, 65 000 m², 50 000 capteurs en tout genre qui convergent sur IP. Audiovisuel, un choix très fort, puisque un choix fait il y a un peu plus de 10 ans.
c'était un sacré pari de dire que l'audiovisuel d'aujourd'hui serait sur IP. Ça n'a pas été simple, on va le dire, mais c'est fait. Et c'est le bon choix. Et quand on parlait d'extension justement aussi du champ des possibles, aujourd'hui, tous mes collègues des universités donc, qui forment l'université Paris-Saclay, ancien Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin, Évry, nos collègues de Centrale qui sont aussi pourtant très avancés sur toutes ces questions de pédagogie numérique et d'équipement, regardent avec attention ce qu'on a fait chez nous. Et justement, on essaie de construire cette trajectoire ensemble pour ne pas se louper, parce que sinon, on va avoir des problématiques demain, comme on a eu au moment où on a connecté les parcs PC. C'est devenu un nouveau métier en étant connecté. Et si on se loupe là-dessus, on en prend pour 10 ans. Merci. Un dernier conseil, allez Baptiste et Benoît. Alors, un conseil vraiment, et alors ça rejoint ce que vous disiez Franck, mais côté Zoom évidemment, donc ça va être, on va vous préconiser dans tous les cas de tester, d'éprouver là où les solutions. Dans ce cas de figure, d'y intégrer évidemment, il y a une dimension bien évidemment technique, donc la technique doit être présente, mais très sincèrement, si des questions se posent encore, c'est vraiment travailler avec la technique, mais aussi avec les métiers. C'est hyper important d'avoir la pédagogie, les ingénieurs pédagogiques qui vont être intégrés à ce niveau-là, encore une fois, pour faciliter et s'assurer que tout convienne à tout le monde et à tous. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment un des conseils, c'est vraiment de mixer donc, les différents métiers au sein des établissements avant de vous lancer, de tester, d'éprouver la solution ou les solutions que vous souhaitez mettre en œuvre. Côté Zoom, encore une fois, je presse évidemment pour ma paroisse, mais nous, à notre niveau, on a une totale confiance dans nos solutions, dans nos systèmes. Donc on a mis en place des tests grandeur nature. J'ai des exemples avec l'Université d'Aix-Marseille, on a déployé plusieurs milliers de licences pour un test grandeur nature. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on est capable, bien évidemment, de vous accompagner. Benoît ? Je vais également rebondir sur ce que disait Franck. Nous, chez Decom, notre priorité, c'est le réseau, au-delà de caméras, d'outils audiovisuels ou autres, parce que c'est là que ça se passe. Nos interlocuteurs sont les DSI. Les usages, on en parlait. En cette période de Coupe du Monde de foot, on a l'habitude de dire qu'un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit pas, parce que le jeu est fluide. Nous, notre job, c'est de bien travailler avec les DSI pour régler toute cette partie technique complexe pour que pour l'utilisateur, qu'il soit enseignant, étudiant ou autre, ce soit simple, fluide et qu'il n'ait même pas à se poser la question. Voilà, je dirais juste ça pour terminer parce que ça me semble être une bonne petite synthèse, quoi. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde passionnante, table ronde hybride, donc, qui laisse entrevoir de grandes et belles opportunités dans l'éducation, de nouvelles façons d'apprendre, d'enseigner et de collaborer. Merci Emmanuel, merci aussi aux équipes Zoom et Decom. Et merci à vous d'avoir été présents pour cette table ronde.